Chers amis, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle émission avec le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour Marc, Merci d'être là. avec plaisir, Ravi sur un de vous sujet retrouver. majeur. Absolument, la fin de vie et l'épineuse question de l'aide active à mourir que réclame d'ailleurs l'écrasante majorité des Français. C'est un sujet extrêmement délicat. C'est un sujet également clivant. Tout à fait. Et clivant plus particulièrement entre, je trouve, la science, donc la médecine, et la population française, Exact, oui. la plupart du temps. Vous savez, tout médecin est confronté à ce sujet avec ses patients. Et oui. Mais tout homme sait que quand il naît, quand il va savoir ce qu'il est, où il va, qu'un jour il va finir sa vie et il y aura donc une fin de vie terrestre. Ça, c'est clair. Bon. Et donc, nous sommes dans une société qui s'est organisée au fil du temps. Et je fais remarquer pour tous ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas si longtemps, c'était sous le président Mitterrand, il y a eu une loi qui a arrêté la peine de mort. Peine de mort. Bon. Ça veut dire que jusque-là, c'est quand même assez récent, la peine de mort était là, et lui-même, François Mitterrand, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, de la 4ème République, il a signé 7 fois des décapitations, c'est-à-dire des peines de mort. Bien. Et je pense que grâce à son ministre, justement, de garde des Sceaux de l'époque, Badinter, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé, c'est-à-dire l'arrêt, alors que le pays n'était peut-être pas très favorable à ce moment-là, s'il y avait eu un référendum. Et ce qui m'a frappé en relisant tout ce que Badinter avait dit à l'Assemblée comme au Sénat, c'est qu'à aucun moment, il n'a évoqué une sorte de loi sociale qui date de 34 siècles. Alors, c'est intéressant de savoir que nos sociétés se sont structurées au fil du temps. On n'a pas fini de se structurer quand on voit les guerres partout, etc. Mais il y a 34 siècles, ça fait 34 fois 100 ans. Vous mettez 100 grands-mères bout à bout, vous arrivez à 34. Que s'est-il passé? Eh bien, à 34 siècles, même s'il y a de la symbolique, il y a un homme qui est au sommet d'une montagne, a reçu, soit de sa conscience, soit de ceux qui croient en Dieu, de Dieu, une parole ou des paroles, dont une est « tu ne tueras pas ». Une deuxième qui est « tu voleras pas le bœuf de ton voisin, tu piqueras pas », etc. Bon. Donc, tout cela a structuré notre société. Et c'est une bonne chose. Et dans le « ne tueras pas », Badinter n'a pas utilisé cette parole. Ça m'a beaucoup étonné parce qu'il a une origine hébraïque que je respecte très fortement. Et moi, je suis plutôt dans la suite des Hébreux. Je suis un hébraïque devenu chrétien, si vous voulez. Et donc, je pense que cette parole est très importante. Elle structure la société. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons voté contre la peine de mort, et nous avons bien fait. Et nous arrivons à un moment où on est en train de dire, eh bien, pour des personnes qui sont en fin de vie, peut-être ils demandent de ne pas souffrir. Et vous, les médecins, je suis cancérologue, vous faites souffrir les gens pour rien. Attention. On parle de l'acharnement thérapeutique. Exact. Nous ne sommes pas des acharnés thérapeutiques, contrairement à ce que chantent beaucoup de journalistes, dont vous n'êtes pas, mais, si vous voulez, parce qu'ils ne sont pas au contact du réel de la maladie. J'ai écrit un bouquin il y a 10 ans qui s'appelle sur le cancer spiritualité et cancer l'espoir. Ouais. Bon. Et là-dedans, déjà, je disais que tous ceux qui ont une spiritualité, quelle qu'elle soit monothéiste, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique, les Hébreux, donc juifs, ou bien les chrétiens, ou bien musulmans, eh bien, ceux qui ont une spiritualité pas nécessairement très active, ont une espérance de vie, c'est très intéressant, de 7 ans de plus que les autres. Bon. Qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils soient malades. Alors évidemment, ce sont des statistiques, et mon collègue Frédéric, récemment, un cardiologue et nutritionniste, en a parlé sur une télé que je connais qui s'appelle Beurre FM. Et donc, effectivement, les statistiques montrent cela. Bon. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont une spiritualité, celle dont je viens de parler, ou encore d'autres, hindouisme, bouddhisme, etc., ont une sorte d'espérance en eux. C'est pour ça que mon bouquin s'appelle « Espérance ». Bon. Car quand vous êtes atteint par un cancer, vous n'êtes pas systématiquement en train de vous dire « je vais mourir demain matin ».
vous avez un risque incontestable, mais cela va dépendre du cancer que vous avez. Alors, le titre, c'est Espoir. Espoir, voilà. Donc, acharnement thérapeutique, il n'en est pas question, et il n'y en a pas. Nous faire croire que nous, médecins, nous faisons de l'acharnement thérapeutique pour, je dirais pourquoi? Pour le plaisir? Non. Ou alors, si nous poussons à une thérapie, je vais vous donner quelques exemples, des personnalités importantes dont je ne peux citer le nom, qui sont dans le domaine de la chanson ou autres, pour lesquels on m'a montré des dossiers qui étaient des dossiers avancés, où le patient me dit, on m'a donné 3 mois. Seulement 1 an et demi plus tard, ils sont encore là. Pas parce que je leur ai sauvé la vie, parce que je leur ai dit, mais on vous a raconté des salades. Qui peut décider que dans 3 mois, votre vie sera finie? Vous êtes dans un état sérieux, avec des métastases aux poumons, mais vous avez 90 ans. Là, ça évolue très lentement, cet âge. Il faut qu'on vous donne des choses. C'est sûr que si vous aviez 30 ans, je ne vous dirais pas la même chose. Donc, en tant que cancérologue qui connaît l'évolution d'une maladie et qui en a vu des milliers et des milliers, j'en ai opéré des milliers et des milliers, donc il faut mettre un bémol sur tout ce que nous racontent les médias. Mais les médias, qu'est-ce qu'ils pensent? Si vous voulez, et le peuple français, quand on l'interroge, il dit oui, je veux l'euthanasie. Euthanasie, ça veut dire en grec, bien, bonne, thanatos, la mort. Je veux une bonne mort. Tout le monde. Tout le monde. Moi, je veux, comme tout le monde, et certainement comme vous, une mort qui soit assez sympa, que je souffre pas trop. Bon. Mais la mort en elle-même est une souffrance. C'est une souffrance, pourquoi? Parce qu'on va vers un au-delà qu'on ne connaît pas. Certains pensent qu'il y a quelque chose, d'autres qu'il y a du néant. Chacun pense comme il veut. Et même aujourd'hui, vous voyez arriver à une fête qui est la fête des morts, et puis ce qu'on appelle aussi la Toussaint, c'est-à-dire c'est une fête plutôt de tous ceux qui sont déjà là-haut et que l'on considère plus ou moins comme des saints, S-A-I-N-T-S. Eh bien, nous sommes dans une civilisation aujourd'hui où vous avez des gens qui vont avoir une espérance et d'autres qui ne vont pas en avoir une. Bien, sauf que vous avez, et j'en ai vu combien de fois, des patients qui se disent athées, c'est-à-dire qui ont une religion que j'appelle l'athéisme, une autre qui s'appelle l'agnosticisme, une autre qui s'appelle l'indifférence, parce que le mot religion, ça veut dire relier, n'est-ce pas? Bon, donc, qu'est-ce qui a structuré notre société? C'est tu ne tueras pas, et tu ne voleras pas ton voisin, et tu ne mentiras pas, je simplifie, d'accord? Mais nous sommes dans une société où aujourd'hui il y a du doute. Il y a du doute sur tout. Et qu'est-ce qui remplace Dieu? C'est la science. Seulement, la science qui voudrait nous faire vivre 200 ans. J'ai vu il n'y a encore pas très longtemps un collègue plus âgé que moi qui disait « Moi, j'arriverai à vivre 200 ans. » Bon, il est en fin de vie, d'accord? Bon, tout ça, c'est... Qu'on arrive à 100, 120, c'est peut-être possible. Oui, vous avez écrit là-dessus. Voilà, j'ai écrit des choses là-dessus. Mais... si vous voulez, à partir du moment où vous avez un patient qui est en fin de vie, il est en fin de vie par son âge, il est en fin de vie aussi par sa maladie. Parce que c'est certain que vous avez ce qu'on a appelé, mon collègue Luc Montagnier, qu'on a traîné dans la boue d'une manière lamentable, avait donné avec grande intelligence, il avait parlé du sida-A. Alors, sida-A, on dit c'est une maladie des sexualités. Non, le sida-A dont il parlait, c'est le syndrome d'immunodépression acquise lié à l'âge. Bon, lié à l'âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en avançant en âge, vous avez un système immunitaire qui se déglingue. Voilà. Et il faut savoir l'entretenir. Si vous l'entretenez bien, vous pourrez vivre peut-être 100, 105, 110, etc. Et si vous l'entretenez mal parce que vous mangez mal, parce que vous dormez mal, parce que vous êtes inquiet, parce que vous êtes dans le stress permanent, c'est sûr que votre système immunitaire va se déglinguer. Et à ce moment-là, vous arrivez dans un état immunologique qui est réduit. Pourquoi? Parce qu'on ne vous donne pas les conseils. Et c'est là que, si vous voulez, mes collègues généralistes, cancérologues ou de quelque spécialité que ce soit, ne donnent pas suffisamment des conseils pour stimuler votre immunité. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit, vous inquiétez pas, vaccin. Vaccin contre la grippe, vaccin contre le corona, et vous allez avoir bientôt, je vous l'annonce d'ailleurs, le tout vaccinal. C'est-à-dire, il y a même des gens qui ont essayé d'imaginer un anticorps polyclonal, pas monoclonal, c'est-à-dire polyclonal, pour toutes les maladies. C'est-à-dire qui ferait toutes les grippes, tous les coronas, toutes les typhoïdes, tous les cancers, etc. Oui, il y aura des progrès et nous en faisons incontestablement, mais il ne faut pas faire rêver. Il faut pas faire rêver. Ça, c'est du rêve et du business, parce que vous avez le rêve qui se lie au business. Alors aujourd'hui, vous avez aussi du business dans les EHPAD. Bon, j'ai un ami très cher
qui s'occupe actuellement, c'est un chirurgien qui est à la retraite. Bon, il y a des manques de médecins et on lui a demandé d'aller s'occuper d'une maison de retraite pour sélectionner l'entrée. Alors, sélectionner l'entrée, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a une queue derrière l'entrée et que les gens veulent rentrer et qu'il y aura une place quand il y a quelqu'un qui sera mort. Et il me disait, si la loi que Macron veut faire passer, parce qu'il veut faire passer pour des raisons politiques, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment, eh bien, si la loi passe, il me dit, moi, l'EHPAD dans laquelle je suis, en l'espace d'un an, elle est vidée. Elle est vidée, pas naturellement, elle est vidée parce qu'ils vont demander la fin de vie. Pourquoi? Parce que le fils ou la fille n'appelle pas. Parce qu'ils sont dans un système d'EHPAD où on vous pique votre retraite, et si vous avez une bonne retraite, vous serez dans une bonne EHPAD, une petite retraite, vous serez dans une EHPAD catastrophique au niveau ne serait-ce que de l'alimentation ou des soins dont vous auriez besoin. Donc, attention, il y a un énorme business là-dessus. Alors on vous dit, soins palliatifs. Soins palliatifs. Soins palliatifs, ça veut dire quoi? Vous savez, en cancérologie, on ne guérit pas tout le monde. On guérit 50% des patients, 50% on ne les guérit pas, mais on les prolonge. On peut donner une qualité de vie absolument remarquable à des gens atteints de cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum, du rein ou d'ailleurs. Bon. Donc, il faut faire très très attention à tout ça. Et il y a une pression qui est une pression d'ordre médiatique qui se traduit en réalité par « je ne veux pas souffrir ». Et ça, mais normal. Mais c'est totalement audible, si vous voulez. Mais que sur « je ne veux pas souffrir », au fond, on va faire une loi, c'est-à-dire vous êtes déprimé, vous dites que vous êtes en fin de vie. Je vous donne un exemple belge, pour ne pas... Il était belge d'ailleurs, l'exemple, et c'est un bon exemple. Où ils autorisent d'ailleurs en Belgique. Oui, ils autorisent en Belgique et dans d'autres pays, mais ce n'est pas parce qu'ils font des conneries ailleurs que nous devons faire les mêmes conneries. Bon, je vous donne l'exemple. Un grand-père, on lui dit, voilà, vous êtes bronchopneumopathie chronique, vous êtes en état respiratoire tel qu'il vous faut l'oxygène, la bombe à oxygène à côté de chez vous, etc. Bon, tout le monde, il peut parfaitement imaginer ça. Et lui, il dit, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça parce que c'est de la dégradation, etc. Donc, je vais signer ma fin de vie. Très bien. Si, en Belgique, vous commencez à signer votre fin de vie, vous avez parfaitement le droit, vous signez un papier, vous remplissez les cases, et si un mois plus tard, vous confirmez ce que vous avez signé un mois avant, eh bien, OK, on va venir et on va s'occuper de vous. Il s'avère que ce grand-père va inviter à la fête beaucoup de monde adulte, c'est pourquoi ils sont invités, c'est un dernier repas, si vous voulez, mais il y a un enfant qui a 14 ou 15 ans, qui aime beaucoup son grand-père, qui lui, il est là à la fête, mais on ne lui a pas expliqué le détail de ce qui se passe et pourquoi il est au dernier repas de son grand-père. Bon, il ne le sait pas, ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce monsieur fait le repas avec toute la famille, et puis le lendemain ou le surlendemain, on va le piquer. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont embrasser le monsieur alors qu'il est comme vous et comme moi, bon, certes un peu gêné sur le plan respiratoire du fait de sa pathologie, et puis ensuite, eh bien, on va le piquer, une demi-heure après, il est froid. D'accord? Et donc le petit de 14 ans, il va embrasser son grand-père, il l'a embrassé chaud, il va l'embrasser froid. 15 jours après, il se pend. Le petit? Eh oui, pour aller retrouver grand-père. Vous comprenez? Il faut faire attention à tout ça. Ce sont aussi des spécialistes, c'est très particulier. Non, ce sont des cas particuliers, mais un cas particulier comme celui-là, moi, m'inquiète, si vous voulez. On est bien d'accord, mais l'histoire de ce grand-père, par exemple, c'est son choix. C'est son choix. Mais il aurait été avec moi, Marc, on aurait été ici, on aurait parlé, moi je lui aurais dit d'abord, vous allez avoir le bol d'air Jacquier. Ah, c'est quoi le bol d'air Jacquier? Je lui aurais pas mis l'oxygène dans les trous de nez, d'abord. Je lui aurais donné des éléments plus sympathiques avant de rentrer dans une sorte de déchéance respiratoire. On est bien d'accord. Il m'est arrivé d'aller voir des malades à Jeanne Garnier. Jeanne Garnier à Paris, c'est une maison, si vous voulez, une espèce d'hôpital de soins palliatifs où j'ai vu des gens qui sont accompagnés, mais d'une façon merveilleuse, comme j'aimerais être accompagné en fin de vie. Bien sûr, par ma femme, par mes enfants, etc. Mais là, on sent un amour humain, une empathie, si vous voulez, quelque chose d'absolument extraordinaire. En plus, vous avez un cadre avec des fleurs, vous avez de la musique, vous avez... Bon, et on ne pique pas les gens. Et les gens, c'est la bougie qui s'éteint. Mais la bougie qui s'éteint, ce n'est pas à nous, médecins, à la souffler. C'est pas à nous à souffler. Mais quand il y a souffrance, vous savez, ah mais non, mais la souffrance. On entend énormément de témoignages. On a tout ce qu'il faut comme calmant. Oui. On a tout ce qu'il faut comme calmant. Il ne faut pas nous raconter des salades. On a un escalier entier
de calmants et nous avons des collègues qu'on appelle des algologues. Algo, c'est la douleur. Algologue, ça veut dire des gens spécialisés dans la douleur. Ces spécialistes de la douleur vont vous donner le médicament qu'il faut pour que vous gardiez votre tête intacte, voyez, mais que vous n'ayez pas la douleur. On peut parfaitement vous calmer. Par contre, ce qu'on ne sait pas calmer, c'est ça le sujet majeur, c'est la douleur morale. C'est la douleur qui fait que je m'en vais, qui sait que je vais partir. Donc moi, je suis à un âge où tous les matins, quand je me réveille, je suis là, d'accord. Bon. Et je pourrais m'être éteint pendant la nuit, si vous voulez. Donc il faut se préparer à son départ. Mais au lieu de nous préparer à notre départ, on nous prépare à une seringue. Là, je ne suis pas d'accord. Alors comment expliquez-vous, professeur, que philosophiquement, en France, ce soit aussi compliqué? On a évoqué les autres pays. Vous parliez de la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, etc. Les autres, alors vous allez me dire, c'est pas parce que les autres le font, évidemment, vous l'avez dit, on est obligé de le faire. Pourquoi, chez nous, en France, c'est aussi compliqué? Je pense savoir pourquoi. Vous avez eu, si vous voulez, une structuration de la société médiatique, je dis bien médiatique, avec des influences extrêmement importantes d'associations, de structures favorables incontestablement à une fin de vie active, d'accord? Bon. Et qui ont pris un véritable pouvoir médiatique. C'est-à-dire que ce pouvoir médiatique vient à la fois de l'État et de la capacité par la télévision, par la radio, de faire passer des messages. Si vous regardez, je l'ai fait, pour regarder le temps de passage de ceux qui sont favorables à la fin de vie par rapport à ceux qui vous disent non, il faut aller aux soins palliatifs. Seulement les soins palliatifs, évidemment, ça coûte cher. Il n'y en a pas dans tous les départements français, etc. Eh bien, vous avez un bourrage de crâne pour la piqûre, mais pas l'inverse. C'est-à-dire, au fond, je fais une ordonnance de mort. Je suis médecin, voilà. Vous venez me voir, Marc, et vous me dites, moi maintenant j'en ai marre, j'ai telle maladie, il faut me piquer. Non, Marc, on va s'asseoir. D'abord, ce soir, on va aller au resto tous les deux. Après-demain, je vous amène au théâtre, etc. Je vous donne un exemple, professeur. Il y a un confrère journaliste, anciennement de Canal+, je tairai son nom, qui a la maladie de Charcot. Il a 65 ans, je crois. On sait la finalité de la maladie de Charcot. Non. Non, vous avez des maladies Charcot qui vont évoluer sur 1 an et demi, d'autres qui vont évoluer sur 3 ans. J'en ai accompagné des maladies Charcot. J'en ai accompagné. Il y en a d'évolution lente, il y en a d'évolution rapide. C'est tout à fait exact. Est-ce qu'il sait qu'il a une évolution lente ou est-ce qu'il sait qu'il a une évolution rapide? Et d'autre part, il faut faire confiance aussi à la science, où nous avons des progrès thérapeutiques incontestables depuis les problèmes d'ARN messager, etc., d'anticorps monoclonaux, etc., où nous avons des capacités thérapeutiques hors du commun par rapport au passé. Alors c'est vrai que la maladie de Charcot, on vous dit, vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui s'appelle Charcot. Moi j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de mon âge, si vous voulez, liée à mon âge. Non, alors à ce moment-là, le problème c'est que même le spécialiste lui-même va donner un diagnostic et le lier à un temps de vie résiduel. Il n'a pas le droit de faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Un cancérologue qui vous dit « Marc, vous venez me voir et vous avez un cancer du poumon avec des ganglions atteints et vous avez 6 mois devant vous et dépêchez-vous de vous traiter. » Dépêchez-vous de pour 6 mois. Non. Mais c'est souvent une question posée. Pas le droit. C'est souvent une question, professeur, qui est posée par les patients qui veulent savoir combien de temps. Bien sûr, mais moi, il me la pose la question. Et qu'est-ce que vous répondez? Je réponds, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle va être l'efficacité du traitement. Je vais et je regarde régulièrement, parce que je suis cancérologue au boulot, c'est-à-dire que je regarde l'évolution de la société scientifique, si vous voulez, l'évolution de la science, où il y a des progrès considérables. Donc, on commence à faire le traitement. Ce traitement va avoir son efficacité. Je ne la connais pas, je ne sais pas comment votre cancer va réagir. J'ai vu récemment un pilote de ligne, d'accord, 747, qui fait un lymphome, c'est-à-dire un cancer du tube digestif. On lui dit, oula, c'est grave. Mais oui, c'est grave, mais on a des traitements. On lui a fait sa chimiothérapie, on lui a donné de bons conseils, et maintenant, il se considère comme guéri. Il a tort, il n'est pas guéri, il faut le surveiller de près. On ne lui a pas dit quelle était la cause de sa maladie. Une maladie cœliaque liée au fait qu'il a peut-être des problèmes d'anticorps liés au gluten, du pain, etc. Donc on ne lui a pas dit. Mais quand vous êtes atteint, première chose, vous devez vous dire pourquoi. Récemment, nous finissons le mois du cancer du sein. Dans le mois du cancer du sein, vous avez un journal auquel je suis abonné, le quotidien du médecin. Et une femme, et comme beaucoup de femmes, disent pourquoi moi?
Ça veut dire pourquoi moi, Julie Dupont, je suis atteinte d'un cancer du sein. Et vous savez ce que répond l'article? Je l'ai lu de A à Z, étonné. Il dit, écoutez, on est en train de travailler pour tout faire pour savoir si vous faites une métastase, pourquoi vous faites des métastases. Mais ce n'est pas ça qu'elle demande. Elle demande, pourquoi moi, Julie Durand, je suis atteinte d'un cancer du sein? Où sont les causes? Est-ce que ces causes dépendent de moi, de mon alimentation, de mon poids, des traitements que je prends, de ci, de ça? Ou bien ça dépend de la pollution? Expliquez-moi, docteur. Alors, vous savez ce qu'ils disent, la plupart des cancérologues? On ne sait pas, c'est la roulette russe ou c'est le pas de chance. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un peu comme autrefois, on disait, c'est la punition divine. On est passé de la punition divine à la roulette russe. Absurde. Absurde. Nous avons des causes. Maintenant, Marc, j'ai malheureusement une dame que je connais bien, que je suis pour un problème de tumeur cérébrale à un grade avancé. Bien. Qu'est-ce que nous avons comme élément de cause? Oui, on a des éléments de cause. On a le tabac. A-t-elle fumé? On ne va pas lui poser la question. On a aussi les drogues. Le hashish, tout ça, et toutes les drogues, cocaïne et compagnie, ça vous réduit votre immunité. On est bien d'accord, mais c'est le constat, ça, professeur. C'est le constat. C'est le constat. Oui, mais on ne condamne pas les gens. On ne condamne pas les gens parce que je ne suis pas du tout d'accord avec « il vous reste tant de mois à vivre alors qu'on n'en sait rien ». Et qu'est-ce que vous répondez à ce moment-là quand vous êtes face à un patient qui vous dit « mais enfin, c'est mon choix ». Oui, c'est votre choix quoi? J'ai le droit de choisir à quel moment non, il n'a pas encore, mais il va l'avoir. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il va l'avoir, je sais. Bon, écoutez, c'est votre choix. Voilà. Votre choix. Et je vous demande de m'aider. Oui, je vais vous aider. Vous voyez, je vais vous aider. Nous sommes le lundi tel jour. Oui. Bon, donc, je vais vous revoir non pas dans un mois, puisque dans un mois, vous demandez à ce qu'on vous pique. Je viens vous voir la semaine prochaine. Même, je vais venir vous voir chez vous. Et j'amènerai le café ou j'amènerai du chocolat. Vous voyez, je vais créer de l'humain. Je vais créer de l'empathie. Et ça, c'est absolument autre chose que de dire picouse, parce qu'au fond, c'est ça. Alors, évidemment, on a eu le problème du sida, et moi, j'ai accompagné beaucoup de jeunes à l'époque, quand il y a eu les morts qui tombaient très vite. Et c'était des personnes qui se retrouvaient avec des marqueurs très précis. Ils savaient qu'ils avaient devant eux une semaine, 3 semaines, 15 jours, alors que maintenant, on peut vivre avec le sida, syndrome d'immunodépression acquise, lié à un phénomène de sexualité, on peut vivre sans aucun problème, mais il faut prendre des comprimés. Donc, on a beaucoup appris, vous voyez. Donc, on a évolué entre les années arrivée du sida 82, on a commencé, non pas à guérir, on a commencé à avoir les traitements pour simuler l'immunité d'un syndrome d'immunodépression à partir de l'an 2000, grosso modo, un peu avant. Bon. Mais on a fait des progrès considérables. Donc il faut, si on a une foi dans la science, pour moi, la science, c'est pas Dieu. En plus, elle peut se tromper. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en 1935. En 1935, il y a 2 vétérinaires qui sont aux États-Unis qui font des ablations. Ils enlèvent les lobes frontaux de 2 singes qui sont assez agressifs si on ne leur donne pas le petit bonbon après avoir fait leur simagrée, quoi. Bon, donc... Et ils se rendent compte que si on enlève les lobes frontaux à ces 2 singes, ils n'ont plus besoin des petits bonbons ou du sucre pour faire ce qu'on leur demande. À ce moment-là, il y a un prof qui est à Lisbonne, qui s'appelle Egas Moniz, qui dit nom d'une pipe, mais nous avons des malades qui ont des rectocolites ulcéro-hémorragiques, qui sont hyper stressés, qui ont du sang dans les selles du matin au soir, qui sont déprimés. On va supprimer leur dépression en leur enlevant les lobes frontaux. Et il fait des lobectomies frontales, c'est-à-dire qu'il l'enlève. Et moi, en 1965, je suis un jeune externe des hôpitaux à Montpellier, et je vois un patient qui passe sur le billard, et mon maître, le patron, me dit, je dis pourquoi on l'opère? Eh bien, on l'opère parce que comme ça, il ne saignera plus. Bon. Alors, ça réduit un chouïa de ce qui va se passer au point de vue complications, mais ça ne sert strictement à rien. Il y a eu 400 000 personnes qui ont été opérées, dont la sœur de John Kennedy à l'époque. Vous irez voir Marie avec un Y Kennedy. Ce qui s'est passé, on l'a transformé en légumes. Eh bien, le dénommé Egas Moniz, professeur à Lisbonne, figurez-vous qu'en 1939, il a eu le prix Nobel. Prix Nobel. Il s'est trompé de A à Z. On lui a donné le Nobel. Il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on lui enlève le Nobel. En réalité, on aurait dû donner le Nobel à Sigmund Freud, parce qu'il le méritait, mais il était en train de mourir. Bon, on a donné le Nobel à un gars qui s'est trompé. Un autre exemple. Par exemple, Jacques Monod. Jacques Monod a eu le prix Nobel, Dieu sait qu'il le méritait, et personne n'a demandé à ce qu'on l'enlève. Non, parce que Jacques Monod, il a dit qu'on n'aurait jamais les rétrovirus, ça n'existait pas. Or,
le virus du sida, c'est un rétrovirus. Non, il s'est engagé sur une voie où là, il s'est trompé. Bon, ça ne veut pas dire que tout prix Nobel a raison sur tout. Seulement, on utilise souvent les scientifiques pour des raisons sociétales ou des raisons sociales. Et là, je ne suis pas d'accord. Ils sortent de leur métier scientifique. Donc moi, je reste dans mon métier scientifique. Je vois énormément de gens, même à mon âge, où je suis retraité. En plus, le Conseil de l'Ordre essaye de m'enquiquiner, mais je ne suis pas inquiet sur ces sujets-là. Mais si vous voulez, non, je ne piquerai pas. Et je ne suis pas d'accord. Et la structuration de notre société depuis 34 siècles avec « tu ne tueras pas » et avec « tu ne voleras pas ton voisin » et je simplifie « tu ne raconteras pas des salades aux gens », eh bien, je pense que ça c'est bon. Et c'est en plus le sermon d'Hippocrate. Alors, il va falloir le changer d'ailleurs. Parce que le sermon d'Hippocrate, il a déjà changé. Moi, je l'ai prêté en 1972. On me demanderait de le prêter aujourd'hui, c'est pas le même. Si je l'ai prêté en 1972, siècle dernier... Celui que je vais prêter éventuellement, si on me le demandait en 2024, d'abord je refuserais en disant je l'ai déjà fait. Non, vous voyez, le serment d'Hippocrate, c'est Hippocrate. Bon, alors, où il existe, où il n'existe pas, où il a existé ou pas. Non, mais on a bien compris effectivement vos positions, mais on comprend aussi que si demain il y avait un référendum sur cette question de la fin de vie, oui, bien sûr, ça serait réglé. Mais alors la grande majorité des Français... Marc, une étoile dans la nuit noire permet de se guider. Une seule étoile. Il n'y a pas besoin de milliers d'étoiles. Donc, si vous manipulez un peuple... Non, il n'y a pas de... Non. Vous ne pouvez pas dire ça, professeur. Ah ben, écoutez... Non, mais chacun a son libre arbitre. Non, mais attendez. Non, mais là, nous parlons d'une... Il n'y a pas besoin... Moi, personne ne me... Et on aura bien compris qu'on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est sûr. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne me sens absolument pas manipulé de quoi que ce soit. Je me mets simplement au fait d'avoir des parents qui ont un certain âge et on est obligé de se poser cette question-là. Non, mais Marc, vous êtes jeune. Vos parents sont plus âgés, ils sont peut-être de mon âge ou plus âgés que moi. Bon, ils vous ont demandé déjà. Mais on en parle. Bon, ils en parlent. On en parle. Bon, mais très bien. Si effectivement on arrive, vous savez, la déchéance psychologique, physique, il y a des tas de gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas que leur famille subisse ça. C'est pas nécessairement, ne serait-ce que pour eux. Je suis d'accord, je le comprends parfaitement. Comprends parfaitement. Maintenant, vous savez, je pense que respecter le choix du patient. Un référendum, vous savez très bien ce que c'est en France, ça sera quelque chose qu'on a préparé, où on a engagé déjà énormément de gens psychologiquement dans la suite de ce référendum. Je dirais, comme vous trouvez dans les dictatures, on ne va pas citer les anciennes ou les nouvelles, on arrive à faire aux gens un peu ce qu'on veut dans les dictatures. Moi, je pense qu'il faut laisser au choix à la personne. Mais je ne veux pas de loi. C'est-à-dire, je ne veux pas de loi. Vous comprenez ? On est bien d'accord sur la loi, mais vous êtes d'accord sur le fait de laisser le choix à la personne. Oui, mais non, mais je ne veux pas de loi. Si son choix, c'est on est d'accord. C'est votre choix. Alors à ce moment-là, si c'est votre choix, le problème, c'est que est-ce que moi j'aurai le droit de vous exécuter, de vous piquer, tout ça. Bon. C'est là qu'on n'a pas besoin de la loi. On a besoin de la conscience du médecin. Oui, absolument. Il a sa science, il a sa conscience. Mais visiblement, vous, en tant que médecin, en tant que professeur de médecine, vous ne le feriez pas. Non. Même si vous étiez face à quelqu'un qui vous le demande. Mais j'en ai déjà qui me l'ont demandé. Bien sûr, mais vous voyez bien que le résultat, in fine... Non, mais je les ai accompagnés. Ça s'appelle un accompagnement de fin de vie. Je me souviens d'une dame, je rentrais de Paris par l'aéroport, elle était dans la périphérie de Montpellier, je suis allé la voir, elle venait de perdre la vue dans la journée, donc elle était en fin de vie. Et elle était à côté avec son fils qui était là, je vois très très bien, et elle disait, vous savez, je demande, je demande à la mort. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de la demander, elle arrive. Vous le savez bien qu'elle arrive. En plus, elle avait accompagné énormément de gens en fin de vie, cette femme. C'était absolument remarquable, si vous voulez. Donc, elle le demandait comme un cri de détresse, mais ce cri de détresse, elle avait besoin, de l'exprimer. Nous avions besoin, son fils comme moi, de l'entendre, d'accord ? Et puis de parler avec elle. Mais parce que là, vous ne prenez pas de situation extrême, professeur. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, là, elle est consciente, elle peut parler, elle peut vivre encore. Donc effectivement, la discussion s'impose et le rapport avec le médecin est un petit peu plus délicat. En revanche, quand vous avez une famille complète qui est au chevet d'un patient, que ce patient, c'est une question d'heure, c'est une question de jour, c'est une question d'heure. Mais on n'est pas à une heure près dans ces cas-là.
On ne va pas piquer ce qui va se passer à 10 h du matin, on ne va pas piquer à 7 h du matin. Mais non seulement on peut soulager le patient, mais on soulage aussi la famille de ne pas de voir les... Vous voyez ce que je veux dire? J'entends bien, je comprends tout ça. C'est ça qui est extrêmement délicat. Simplement, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur une loi. D'accord. On ne fait pas de loi sociétale. On laisse la liberté à chacun. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que vous pouvez mettre sur sa table de nuit le comprimé qui veut qu'elle arrête, la personne, mais c'est lui qui prend le comprimé aussi. Vous comprenez? Alors on me dit, oui, mais s'il n'a pas la force de prendre le comprimé, bien sûr. Alors, 2016, la loi Leonetti, enfin 2005, la loi Leonetti sur le droit au refus d'obstination déraisonnable. D'acharnement, c'est ça. L'acharnement thérapeutique, le droit au refus de tout traitement. 2016, il y a une évolution de la loi Leonetti. Alors, ce qui est autorisé en France, c'est l'euthanasie passive, la sédation profonde. Ouais. Je vais vous donner un exemple très précis d'un homme qui, une semaine à peu près avant que je n'intervienne chirurgicalement... Et après, on va prendre des questions. Il dansait au casino à Monaco ou ailleurs. Bon. Et cet homme arrive dans un état inquiétant, avec un ventre très, très plein de liquide, d'eau, on appelle ça une acide. Donc il n'est pas bien, est en occlusion, etc. Bon, bref, intervention chirurgicale. J'interviens après les examens, scanners et compagnie, en essayant de pouvoir faire quelque chose. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ça veut dire, on appelle ça ouvrir, fermer. On ouvre, on ferme, on regarde, c'est bon. Cet homme souffrait beaucoup. Il souffrait beaucoup, donc qu'est-ce qu'on fait? On le calme. On le calme. Bon. Mais malgré les calmants, il souffre quand même. Il souffre, je ne parle pas de moralement, il souffre physiquement. Bon. À un point tel que je vois son épouse et je lui dis, madame, votre mari, il faut l'endormir. Il faut l'endormir. Mais pas sûr qu'il se réveille. D'accord? Donc je suis honnête avec l'épouse. Bon. Elle me demande de voir le rabbin, parce qu'il était de cette religion. Bien. Je vois le rabbin, je lui explique la situation. Et le rabbin me dit, il faut le dire au patient. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va dire au patient? Je lui dis, écoutez, on y va ensemble. Vous savez, dans ces cas-là, c'est mieux d'être à deux que d'être tout seul. Pour pouvoir dialoguer. Et en plus, il connaissait le rabbin qui était son ami, et moi, j'étais son toubib, si vous voulez. Bon. Et donc, qu'est-ce que nous lui avons dit? Nous lui avons dit la vérité, à savoir, vous souffrez beaucoup, hein, il faut vous calmer un peu plus, mais on va vous calmer tellement fort que vous allez dormir. Voilà. Mais, on est honnête avec vous, pas certain que vous allez vous réveiller. On le lui a dit. Okay. Il a accepté. Bon. Mais on lui a pas dit, on vous fait dormir pour vous tuer. Vous comprenez la différence? Ça n'est qu'une façon de présenter les choses, de dire les choses. Non, mais mettez-vous à la place du bonhomme qui souffre. Vous lui dites, je calme vos douleurs et pour cette raison, je vous endors. Bon, mais la durée de l'endormissement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. L'objectif, c'est de le calmer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans les 48 heures, il va effectivement s'éteindre. Nous n'avons pas soufflé la bougie. Ni le rabbin, ni moi. Nous avons expliqué avec honnêteté. Est-ce que ça s'appelle de l'euthanasie? Non. Non. Oui, alors, dans le sens, oui, Marc, si vous dites euthanatos, bonne mort. Il a eu une bonne mort. Il s'est éteint dans son sommeil. D'accord? Moi, j'aimerais m'éteindre dans mon sommeil. Vous l'avez aidé. Oui, je l'ai aidé, bien sûr, parce que je suis médecin et que je dois faire, ce qu'il faut. Donc c'est une. Mais j'ai pas fait. On joue sur les mots, en fait. Non, il faut. Non, c'est plus sérieux que ça. D'accord. Parce que le jouer sur les mots, c'est je pique, clac. Oui, d'accord. Moi, il m'est arrivé d'euthanasier des animaux. Bon, ça ne va pas gêner d'euthanasier des animaux. Ça se fait d'une manière très précise et ça dure. Oui, en fait, ce qui vous dérange, c'est le geste. Mais bien sûr. C'est le geste. Et c'est la loi. Et c'est la loi que vous ne voulez pas. Je ne veux pas de loi sur des sujets sociétaux. Mais vous remarquerez une chose, que quand dans un pays, vous avez la pagaille économique, c'est-à-dire la régression économique partout où les gens sont, même les familles dites moyennes sont en train tout doucement de rentrer dans la pauvreté, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les chefs d'État? Ils font du sociétal. Alors ils font des lois sociétales. Bon. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est du cinéma, c'est loi sociétale. Et je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas au président de la République, d'abord, de nommer le président du Comité national d'éthique. Savez-vous que le Comité national d'éthique est dirigé par un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est un de mes collègues, et qui a écrit un jour qu'il n'était pas foutu de distinguer le bien du mal. Qu'il ait un cancer, il va me dire un peu s'il n'est pas foutu de distinguer le bien du mal. Je simplifie un peu parce que, en réalité, ce qu'il voulait dire, je ne suis pas capable de juger ce qui est bien de ce qui est mal. J'entends ce qu'il veut dire. Mais pris comme ça, une phrase comme ça, lâchée dans les médias,
vous dites ça à un enfant, bon, je distingue pas le bien du mal, bon voilà. Alors je vous rejoins, en revanche, et on va prendre vraiment les questions, mais je vous rejoins, mais je pense pas que, vous parlez du bourrage de crâne de masse, Oui. je pense pas que sur ces sujets de fin de vie, il y ait cette... Ah, mais ça dure depuis longtemps. Vous savez, les sondages, on vous dit 30%, puis 45%, puis 55%, puis 60%, puis 90%. Oui. On a vu crescendo quand même. Oui, mais enfin, c'est peut-être une réalité aussi. Peut-être que les gens se rendent compte qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont envie d'avoir, ce choix, que la famille a aussi envie d'avoir ce choix. D'accord, mais sans la... Mais j'ai bien compris l'accompagnement et la subtilité qu'il y a entre le geste brutal... Ouais. Voilà, qui vous dérange. Oh oui, on est et l'accompagnement, mais qui est en fait qui aboutit exactement à la même chose. Oui, mais de toute façon, nous aboutissons tous à la fin de vie. On l'a dit dès le début. Mais vous aidez. Oui. Vous accompagnez. Non, j'accompagne et je supprime la souffrance physique, mais la souffrance morale, je ne peux pas. Et la souffrance morale peut être réduite par la famille, par les parents. Seulement, quand le gars est dans la solitude, qu'est-ce que ça sera? Ça sera l'infirmière, ça sera l'équipe de soins palliatifs. Et moi, je veux bien souligner ça. Les gens qui s'occupent de soins palliatifs, il y en a 800 000 qui ont donné leur point de vue et qui s'occupent des malades de soins palliatifs. Eux, ils disent niet sur la loi. Ils disent niet sur la loi. Parce qu'eux, ils sont au contact de la réalité. Ceux qui disent oui pour la loi, c'est ceux qui sont en bonne santé qui disent je ne veux pas souffrir. Des questions, parce qu'il y en a beaucoup et vous savez, c'est le principe de l'émission avec le professeur. En voici une. Les défis auxquels sont confrontés les patients atteints de maladies incurables. Le défi, c'est quelle est la maladie que j'ai et qu'est-ce que me dit mon médecin, mon spécialiste, mon cancérologue, mon neurologue? Est-ce que vraiment il me dit, ou il dit à mon épouse, au conjoint, votre mari, il a un Alzheimer incurable? Mais oui, c'est incurable, on le sait. Sauf que on peut freiner un Alzheimer, on ne va pas le supprimer. Et si vous avez un tout début d'Alzheimer, c'est le moment non pas de donner des traitements, il y a 4 traitements qui servent à rien, d'ailleurs on a supprimé les remboursements, mais de donner des conseils. Les conseils du sida A, du syndrome d'immunodépression acquise lié à l'âge, changer les habitudes alimentaires, aller dans le bon sens, et ce n'est pas la nutrition des EHPAD qui va vous aider. Question. Comment les soins palliatifs peuvent-ils améliorer la qualité de vie des gens en fin de vie? Alors ça, il faut le demander. Allez dans un centre de soins palliatifs. Et moi, je suis pour que des jeunes de 14-15 ans aillent voir comment les infirmières s'occupent des gens qui sont en soins palliatifs. Je suis allé voir un monsieur qui avait, je suis allé à Jeanne Garnier à Paris, voir un monsieur que je suivais depuis déjà plusieurs années, 3 ou 4 ans, pour un problème de maladie de Charcot. On en a parlé tout à l'heure. Bon, il était dans son lit quand je suis arrivé. Je l'avais prévenu que j'allais arriver. Dès que je suis arrivé, il m'a entendu, il connaissait ma voix, il s'est assis dans son lit, il avait son masque pour respirer parce qu'il avait une force respiratoire qui était très affaiblie. Et comme il n'avait pas suffisamment d'air pour s'exprimer, il avait son ordinateur et avec son doigt, il me parlait en tapant sur son ordinateur. Vous voyez un peu la souffrance. Oui, la dureté de la situation. Bien sûr, il était en soins palliatifs. Bon. Et dans ce soin palliatif, nous avons parlé de ces soins palliatifs. Est-ce qu'il était content de ce que l'on faisait pour lui, etc., de sa famille qui pouvait venir le voir, etc. Il était content. Est-ce qu'il souffrait? Oui, il savait que la fin de vie arrivait. Il le savait, on le lui avait dit. Il était en soins palliatifs. Mais, si vous voulez, il était aidé dans ce départ où parfois, il y a des choses très importantes qui vont être dites par celui qui s'en va, à ceux qui sont autour. C'est vrai aussi. Vous comprenez? Absolument. Bon, donc, mais c'est son choix. C'est son choix. C'est voilà. son choix. Et il avait fait ce choix. Et bien sûr qu'il savait qu'il allait partir. On ne peut pas dire quand on va partir. Moi, les derniers mots de mon père ont été, à 88 ans, c'est dur de mourir. Voilà. C'est les derniers mots que j'ai entendus. Il m'a dit, mon fils, c'est dur de mourir. Eh ben oui. Et donc je le sais pour moi, je le sais pour d'autres, et puis je l'exprime. Mais non, pas soins palliatifs. Moi, je tire mon chapeau. Oui, franchement. Absolument. Oui, non, il n'y a rien à dire là-dessus. Effectivement, c'est un métier extrêmement difficile et nécessaire, bien entendu. Que peuvent faire la famille et les proches pour aider un malade en fin de vie? Écoutez, c'est confier ce patient qui est en fin de vie à une équipe de soins palliatifs. Le problème, c'est que vous n'avez pas des équipes de soins palliatifs partout. Ouais. Moi, j'en connais à Montpellier, j'en connais à Narbonne, j'en connais donc dans différents départements, mais je pense que c'est ça qu'il faut développer. Le problème, c'est que vous avez une régression de l'état actuel des hôpitaux.
par insuffisance de personnel. Enfin, vous connaissez Entre ça. autres. Bien sûr. Donc, on va vous dire, les soins palliatifs, il vaut mieux se battre pour ceux qui ont encore des chances de vie que pour ceux qui sont en fin de vie. Attention les choix. Attention les choix. Et c'est ce que je vous disais de mon ami qui est dans une EHPAD et qui est chargé de sélectionner. Vous rentrez ou vous rentrez pas. Oui. Comment les EHPAD abordent-ils les besoins spécifiques des résidents âgés en fin de vie? Moi, ce qui m'inquiète dans les EHPAD, et je l'ai déjà dit à mes enfants, pour moi, les EHPAD, je ne veux pas y aller, hein, je vous le dis tout de suite. Pas question. Bon. Parce que ça va être fonction de la retraite que vous avez, que vous soyez bonne ou mauvaise retraite. Et d'autre part, vous savez que là-bas, ils vous comptent les biscottes, ils vous comptent ceci, ils vous comptent cela. Bon, tout ça parce que la direction de l'EHPAD privé est là pour faire du pognon. Non. Donc, aujourd'hui... Il y a des familles qui n'ont pas de choix. Hein. Oui, je sais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Ouais. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, les EHPAD ne vont pas bien. Et donc, les besoins spécifiques des résidents âgés en fin de vie... Il m'est arrivé de voir dans une EHPAD, alors une EHPAD riche, hein, où le soir, ils sont tous habillés, les messieurs ont la cravate, les dames, ils ont la jolie robe, etc. Seulement, ils payent je ne sais pas combien, 4 000, 5 000 balles. C'est horriblement cher. Non, c'est horriblement cher. Bon, bien sûr. Il faut faire très attention à tout ça. Quoi. Ouais. Mais effectivement, je connais aussi dans mon entourage des gens qui ont souhaité accompagner des personnes atteintes d'Alzheimer. Oui. C'est terrifiant. C'est terrifiant, je suis d'accord. C'est terrifiant. Mais des Alzheimer, le problème, c'est que nous les fabriquons. Ce n'est pas de la génétique. Il y a des génétiques extrêmement rares. J'ai écrit des choses justement sur comment... Et je prépare un autre livre qui s'appelait Solide. Il va s'appeler Solide pour un siècle. Solide pour un siècle. C'est-à-dire les tendons, les articulations, les muscles, etc. Regardez des gens de mon âge, souvent, 78, 80 ans, ils sont pliés en deux. Non, mais vous êtes... Ah oui, mais parce que je fais du sport. Mais parce que vous faites attention, je fais attention, on sait très bien que... J'ai une femme absolument remarquable et que la nutrition, c'est du 4 étoiles, non pas cher, mais du 4 étoiles de santé. Il faudrait mettre des étoiles sur la santé, vous savez. On y reviendra. Question. Pensez-vous que l'euthanasie puisse offrir une mort plus digne aux gens atteints de maladies dégénératives ? Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est ça qu'on est... Quand on vous dit plus digne, ça veut dire qu'il y a des morts qui ne sont pas dignes. Qu'est-ce que c'est qu'une mort qui n'est pas digne par rapport à une mort qui serait digne? Ça, j'aime pas cette façon de distinguer, si vous voulez, le problème de la dignité. Parce que tout être humain, quel qu'il soit, et on le voit avec les phénomènes de la guerre aujourd'hui, tout être humain vaut un autre être humain. Bon. Donc, ce n'est pas un problème d'unité. J'étais récemment à former, entre Genève et Lausanne, 110 personnes sur les problèmes justement de santé, de prévention, etc. Et nous avions tous les soirs un moment philosophique. Un moment philosophique. Et vous savez ce que c'était ce moment philosophique? C'était des handicapés qui avaient une capacité de parler, de s'exprimer, et qui étaient venus parler de leur handicap pour une association qui s'appelle Nos Différences. Pas de différence entre celui qui n'est pas handicapé et celui qui est handicapé. Bon. C'est un peu ça, vous voyez. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Il ne faut pas mettre de différence dans la dignité. Et c'est vrai qu'un être humain, le plus pauvre qu'il soit, le plus isolé qu'il soit, il a besoin. Vous savez qu'il y a des gens qui s'occupent des sépultures, des gens qui meurent seuls. Qu'ils aient au moins la dignité de la fin d'accompagnement. Et cette dignité, nous ne l'avons pas eue pendant le confinement. Ça a été très très grave. Et d'ailleurs, tout le monde est en train de se rendre compte que ce confinement n'était peut-être pas si nécessaire que ça. Mais c'est là où parfois, et je vous pousse un petit peu dans vos retranchements, professeur, j'aime bien. Quand vous parlez de dignité, vous ne pouvez pas, c'est paradoxal avec le discours que vous teniez avant en disant « moi, je ne veux pas intervenir rapidement sur le geste qui permet effectivement de mettre les choses comme ça. » Bon, mais c'est là où on parle de dignité, justement. Oui. C'est là où on parle de la déchéance des gens et qu'ils ont droit effectivement à cette dignité et ce choix. C'est dangereux tout ça parce que, vous voyez, dans les Alzheimer, vous avez des grades. Il y a le grade 4 et puis il y a le grade 1. Bon. Donc on va dire grade 4, non. Il faut les faire partir. Okay. Vous voyez, grade 1, on va attendre. À partir de 2,5, 3, on va... Alors, attention, ça c'est des EHPAD qu'on va vider. Hein. Grade 4, vous venez de le dire, il faut les faire partir. Non, je n'ai pas dit ça. Vous dites? C'est ce qu'on va demander.
Ah, c'est ça qui va se passer avec demander. la loi. Ah, pardon. Non, On ne parle pas de la loi. Non, on est bien d'accord. Non, mais c'est pour ça que je ne veux pas de la loi. Oui, je comprends. C'est pour ça que je ne voterai pas ce référendum. Oui, parce qu'effectivement, chaque cas est spécifique. Mais bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Non, je crois que là, il faut faire extrêmement attention parce que c'est ce que je vous dis. Si vraiment la loi passe. Non, mais on est bien d'accord. Je me rejoins. Il y en a qui vont dire en plus, il y aura moins de retraite à payer. Vous voyez, il y a des aspects économiques. Je peux comprendre. Un peu comme dans une famille quand il y a un héritage. Je l'ai déjà observé dans certains cas. Quand il y a l'héritage. Alzheimer, stade 4, qu'est-ce qu'on fait? Il va s'éteindre tranquillement et il faut s'occuper de lui, de cette personne. Il faut l'aider à être complètement paumé, à être accompagné. Il faut qu'il y ait des aidants. Ça s'appelle des aidants familiaux. Il y a même des aidants de la famille qui sont pris en charge aujourd'hui par l'État d'une manière qui est souvent même insuffisante. Oui, mais alors à ce moment-là, vous avez effectivement face à vous une personne qui, par définition, n'a plus sa tête. Oui. Et vous avez la famille. La famille vient vous voir. Non, mais elle a plus sa tête. Professeur, oui. Il faut l'aider. Oui. Il faut l'aider à partir. Oui, mais alors, on ne peut pas le laisser comme ça. Oui, alors attendez. Quand vous avez une personne qui est en stade 4 d'un Alzheimer, vous lui rappelez son enfance, vous lui rappelez son adolescence. Il y a des souvenirs qui remontent. Il y a, par contre, le souvenir présent, c'est-à-dire qui instantané du moment. Instantané, c'est paumé. Là, ça ne marche pas. Mais ils ont des souvenirs anciens. Moi, je me souviens de ma propre maman, en fin de vie, qui était avec un Alzheimer qui commençait à se développer. Bon, elle est partie sans qu'on ait à presser son départ, d'une manière tout à fait naturelle, mais elle revenait sur son passé. Et c'était intéressant pour nous qu'elle nous apprenne des choses de son enfance que nous ne savions pas. Vous voyez? Bon, donc, il faut aussi... Et vous voyez, je vous vois sourire, Marc. Et c'est important, parce qu'il faut de l'humour. Il faut aussi de l'humour dans la fin de vie. Je comprends, mais effectivement, les situations sont tellement dramatiques. C'est un sujet tellement difficile, tellement compliqué, que quand on est face à une situation comme ça, on n'a pas envie de voir son parent dans ce cas. Non, mais n'oubliez pas que quand... si jamais moi, je partirai avant vous certainement, mais si vous avez besoin de moi, je serai à votre disposition, non pas pour vous piquer, mais pour qu'on discute encore. Question. Quels sont les critères utilisés pour évaluer si un patient est prêt à bénéficier des soins palliatifs? Alors, pour des soins palliatifs, vous voyez, ou de l'euthanasie, ce sont des gens pour lesquels la fin de vie est proche. Maintenant, quand vous envoyez une personne aux soins palliatifs et qu'au bout de X jours, il va décéder. La lettre qu'on vous envoie, c'est « il est rentré tel jour et il est parti 120 jours plus tard, 42 jours plus tard, 64 jours plus tard ». Vous voyez, un temps de vie qui est très variable d'une personne à l'autre. Alors, les critères pour y aller, c'est personne dont on sait qu'on ne peut plus rien faire sur le plan thérapeutique. Encore récemment, je vois un dossier d'une dame, 89 ans, qui a été opérée d'un cancer du côlon et qui est en récidive. Bon. On lui donne 3 options. 1, il faut réopérer. Réponse, non. On me demande conseil. 2, il faut lui faire une chimio-immunothérapie. Nouvelle. Ça, c'est cobaye. Bon. Non. Moi, je dis non. Et 3, il faut la laisser tranquille. Si elle arrive à s'alimenter correctement et à boire correctement, elle n'a pas besoin d'être opérée. Elle n'a pas besoin de prendre un traitement. Et peut-être qu'en la laissant tranquille, je vais lui donner 2 ans de vie. Alors que, en lui donnant une chimiothérapie qui va l'assommer, la fatiguer. Alors le problème, c'est que parfois la personne vous dit « Ah mais si vous ne me traitez pas, docteur, c'est que vous pensez que je suis perdu. » Bon, alors on va lui donner un traitement qui ne sera pas de l'eau, qui ne sera pas simplement un placebo, mais on lui donnera un traitement sous forme de complément alimentaire pour protéger son foie, pour protéger son cerveau. On ne va pas la laisser tomber. Mais on va lui expliquer, madame, je ne vous donne pas cette chimio-immunothérapie parce que vous n'êtes pas un cobaye et parce que ça va vraiment vous envoyer dans l'éternité. Vous voyez? Quels sont, à votre avis, les garde-fous nécessaires pour assurer que l'euthanasie est pratiquée d'une manière éthique et conforme au souhait du patient? Ce n'est pas une loi. Je ne crois pas aux lois pour faire des garde-fous nécessaires. Bien compris. Moi, je crois à la capacité de l'empathie, de la compréhension et de l'amour de la personne vis-à-vis de l'autre. Parce que l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur, il aurait pu être mon père, il aurait pu être ma mère. Voilà. Donc, je me méfie beaucoup de ça. Vous voyez, c'est un jeune qui pose la question. Il a 38 ans. Il est tout jeune. Je ne dis pas qu'il sort du berceau. Il commence à avoir une expérience de la vie. Mais je dis, cher ami, garde-fou nécessaire, ça dépendra de, si vous voulez, la structuration intellectuelle et morale de la personne, qui va
soit orienté vers du soin palliatif, soit qui va dire, ben oui, il faut piquer, quoi. Moi, j'ai vu des demandes déjà d'arrêt de vie, et derrière, il y avait du, comme on dit, de l'héritage. Attention. Ouais, il y a aussi ces cas-là. Il y a aussi cet aspect-là. C'est vrai, vous avez raison. On ne peut pas négliger. Bien sûr, tout et voir, effectivement, le fait de légiférer sur ce point-là, ça serait faire une généralité d'une spécificité, comme on dit, presque, et donc ça serait dangereux. Celui qui a vu vous juste, avez raison. Bon. Moi je l'ai rencontré à l'époque, Leonetti, il y a quelques années, une dizaine d'années, il a vu juste. Parce qu'il est médecin, parce qu'il est cardiologue, parce qu'il sait que la piqûre, elle est cardio-illogique. En ce sens, cardio-illogique, ça veut dire que la piqûre de fin de vie, c'est quelque chose qui brutalement arrête le cœur. Il est cardiologue, lui. Il n'est pas pour ça. Vous voyez ? Il n'est pas. Et je pense qu'il faut en rester là. Et pourtant, la loi évolue. Enfin, la loi évolue au fur et à mesure. Hein, on sent qu'il y a des. Mais on évolue avec des mots pour arriver à un geste. Vous voyez ? Et là, maintenant, on est au bord du geste. Attention, on est au bord de la piscine. Mais ce que je constate quand même, et je suis vraiment content de vous entendre là-dessus, c'est que vous refusez le geste déontologiquement par rapport, évidemment, au serment d'Hippocrate, oui, et à la évidemment. Tout à fait. En revanche, vous remplacez le geste par l'accompagnement. De l'amour, de l'amitié, de la présence. Mais aussi de l'accompagnement médicamenteux. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, pas d'acharnement thérapeutique. Et s'il faut vous endormir, Marc, je vous endormirai et je vous dirai bonne nuit. Vous allez dormir, bonne nuit. Voilà. Allez, encore une. Quelles alternatives à l'euthanasie existent pour garantir les soins de fin de vie? C'est les soins palliatifs. Et en même temps, vous voyez, le soin palliatif, je l'aime pas trop. Parce qu'à partir du moment où moi, on va me dire vous allez aux soins palliatifs, c'est pas possible. Moi, je vais dire donnez-moi des soins. Et palliatif, laissez ça de côté, quoi. Parce qu'ils vous cassent le moral. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est vrai. Et là, ils n'ont pas inventé le bon mot. Alors, je ne suis pas dans la spécialité, mais je pense qu'il faudrait dire à l'association, justement, des soins palliatifs, trouver un autre mot que le mot palliatif. Il ne s'agit pas de mentir aux gens. Il ne s'agit pas de mentir. Mais il s'agit de dire des choses qui laissent la lampe allumée. Voilà. Qui laissent un peu de morale, un peu de joie. Vous voyez ? Un peu de joie, même dans la fin de vie. Et d'apaisement. Et d'apaisement. Une dernière. Comment les décisions concernant la fin de vie peuvent-elles être prises de manière collaborative? Ah, c'est le vote. Mais imaginez-vous, Marc. Imaginez que dans mon service, moi ça m'est arrivé, mais à l'époque ce n'était pas sur le sujet. Il y a une décision à prendre, et là vous avez besoin de l'avis des infirmières. Vous avez besoin de l'avis du kiné. Vous avez besoin de l'avis de vos collaborateurs. Vous êtes le chef de service, vous avez besoin. Bon, vous réunissez tout le monde. Bon. Et avec la loi qui va arriver, parce que j'ai aucun doute là-dessus, eh bien on va nous dire, voilà, vous êtes 15, qui c'est qui est pour euthanasie? On vote à bulletin secret. D'accord? 15. Et vous retrouvez 8-7. 8-7. Alors c'est 8 pour euthanasie et 7 contre. Donc, les 7 ont tort. C'est la démocratie qui va jouer sur la fin de vie. Attention, et on y va, ça. Hein. On y va. Parce que vous pouvez avoir des infirmières. Moi, j'avais des infirmières absolument remarquables. Elles pleuraient quand un malade perdait la vie. Et je leur disais, il faut éponger vite. Il y a d'autres malades qui sont là. Et il faut s'occuper des suivants. Il ne s'agit pas d'oublier ce que l'on a fait au mieux pour les autres. Mais l'émotionnel du médecin, du soignant, c'est quelque chose de très important. Parce que la fin de vie d'un autre, c'est la fin de vie de moi. Quand vous avez un gosse de 17 ans qui est dans un lit et qui est en train de finir sa vie et que vous l'accompagnez, mais vous pensez à vos propres enfants de 17 ans. Vous comprenez? Et votre propre enfant de 17 ans, vous le piqueriez? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez le faire calmer. Vous allez demander à ce qu'on le calme. Vous allez donner les consignes pour qu'il souffre trop. Il souffre trop. Et lui va demander. Voyez. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, la fin de vie de l'autre, c'est la fin de vie de moi. Passionnant, comme toujours. Merci infiniment. Avec plaisir. Et je crois que c'est un des sujets sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord. Oui, mais j'ai bien compris. Ça s'appelle la disputation. Oui, la disputation. Et vous aimez ça en plus. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions à poser au professeur, vous pouvez le faire. Vous avez en dessous de cette vidéo le mail sur cette thématique de la fin de vie qui, je sais, va faire énormément réagir. Merci, professeur. Avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Salut.